une petite énigme, comme vous pouvez voir sur l'écran. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Tout le monde, je pense. Voilà. Oui, madame? L'homme, bien sûr. Donc, pourquoi l'homme? Parce que, évidemment, au matin de sa vie, il est à quatre pattes. À l'âge adulte, enfin enfant et adulte, à midi à deux pattes. Et le soir, il peut se retrouver à trois pattes, donc avec le vieillissement. À quatre ou à quatre, avec le déambulateur. On revient comme au début. Voilà. Et on revient comme au début, c'est ça. Donc l'homme. Donc on va vous parler de gérontologie ce soir, donc qui vient du grec, géron, donc vieillard. On va parler donc des conséquences et on va parler de biologie, physiologie des organismes vivants, psychologie, santé, santé publique, économie, société, démographie, anthropologie, sociologie et plus généralement la plupart des sciences humaines. La gérontologie touche la plupart des sciences. Donc, l'aspect gérontologie va être abordé par le docteur Bouquet ce soir, psychiatre au CHL, et le trouble bipolaire plus largement par le docteur Lévy-Chavagna. Ici, la soirée est organisée par l'association Argos 2001. Donc, c'est une association qui a été fondée donc, en 2001 à Paris et l'antenne de la Vienne a été créée il y a plus de 15 ans maintenant. Donc, nos activités se situent à Vouneuil-sous-Biard. Si vous avez des questions concernant les activités et le fonctionnement de l'association, n'hésitez pas à venir nous voir en fin de conférence. On répondra à vos questions et ça nous fera très plaisir de vous rencontrer et de vous conseiller, de venir nous voir et de vous expliquer toutes les activités auxquelles on participe. Donc vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook donc de Argos 2001 Vienne, également sur Twitter et le site internet où vous avez le calendrier. Le calendrier avec toutes les activités et toutes les conférences, réunions d'information et groupes de parole y sont signalés. Voilà, je vous remercie et je vais laisser Dr Lévy-Chavagna et Dr Bouquet en premier et Dr Lévy-Chavagna enchaîner sur la conférence. Merci. Bien, je vais donc vous parler de la Fédération de psychiatrie de la personne âgée. Depuis un an environ, on ne parle plus de gérontologie. On parle de psychiatrie de la personne âgée qui est devenue une spécialité à part entière, puisqu'au niveau de l'internat de psychiatrie, c'est devenu une spécialité. C'est-à-dire que des internes peuvent prendre la psychiatrie de la personne âgée en tant que spécialiste et ils deviennent donc psychiatres de la personne âgée. Donc la Fédération de la psychiatrie de la personne âgée se situe au pavillon Cousin, centre hospitalier Henri Laborie. Donc là, c'est l'entrée du pavillon Cousin qui se trouve juste à l'entrée de Laborie sur la gauche. Donc cette fédération a été créée en 2007 et elle comprend 4 unités fonctionnelles. Une unité, je vous les cite et je détaillerai après. Unité d'hospitalisation complète, un hôpital de jour, une unité de psychiatrie de liaison, une équipe mobile, des consultations spécialisées et un centre médico-psychologique est en cours de création. Au niveau personnel médical, nous sommes 2 psychiatres à temps plein. Moi, je suis responsable de l'hospitalisation complète et ma collègue, le docteur Giraud, est responsable de l'hôpital de jour et de l'équipe mobile. Nous avons également une collègue psychiatre à 080 qui est détachée de la Fédération de psychiatrie de la personne âgée Laborie et qui travaille en gériatrie au CHU avec nos collègues gériatres. Nous avons également un 050 praticien hospitalier généraliste qui est en cours de formation de gériatrie et un interne en DES de psychiatrie. L'unité d'hospitalisation complète à temps complet, oui, ça c'est un pléonasme. Sa capacité d'accueil est de 18 lits avec une chambre d'isolement et une future chambre d'apaisement. La chambre d'isolement est utilisée quand les personnes sont hospitalisées pour des troubles du comportement à type d'agressivité, de violence, risque de mise en danger d'eux-mêmes et d'autrui, notamment les autres patients.
La future chambre d'apaisement est en cours les travaux ne sont pas encore commencés. Le but étant d'éviter de mettre nos patients âgés en chambre d'isolement, ce qui est souvent traumatisant pour eux. Elle accueille donc les patients à partir de 75 ans qui souffrent de décompensation psychiatrique liée au vieillissement. Les pathologies vont être détaillées après. La durée moyenne d'hospitalisation est de 3 semaines. Nous travaillons également en collaboration avec les pôles gériatriques du CHU, Lusignan, Montmorillon, Châtellerault, notamment pour la prise en charge des patients qui sont atteints de pathologies neurodégénératives de démence, qui peuvent être hospitalisés au pavillon Cousin pour des troubles du comportement. Et ils repartent ensuite, ils sont repris en charge en gériatrie quand les troubles du comportement sont stabilisés. Voilà, donc les pathologies qui sont prises en charge, pathologie de la personne âgée liée au vieillissement, donc les troubles thymiques, les états dépressifs. On sait que 25% de personnes de plus de 65 ans souffrent de dépression. Des états maniaques qui apparaissent avec l'avancée en âge, c'est-à-dire chez des patients qui n'ont pas d'antécédents psychiatriques. On parle alors de manie secondaire, c'est assez rare, et il convient d'éliminer un événement déclenchant tel qu'une pathologie organique, par exemple un trouble de la thyroïde, ou d'origine iatrogène, lié à une prescription de médicaments, par exemple les corticoïdes. On accueille également des troubles bipolaires vieillissants, dont on parlera plus tard, ainsi que les psychoses vieillissantes, dont schizophrénie, psychose hallucinatoire chronique. Donc c'est des patients qui ont déjà leur psychose qui vieillissent avec, et les psychoses tardives chez des patients qui n'ont pas d'antécédents psychiatriques, c'est-à-dire une schizophrénie qui peut se déclarer après 75 ans, ou apparition d'un délire tardif. Et nous accueillons également pathologie démentielle, pathologie neurodégénérative, j'ai dit tout à l'heure, en collaboration avec le service de gériatrie quand les patients ont des troubles du comportement. Donc ça, c'est notre jardin, mais c'est une photo ancienne, puisque depuis, le jardin est très investi. On parle d'espace de soins thérapeutiques, espace de sens, c'est-à-dire que l'espace est investi par les patients, par une équipe, des référentes, et les patients cultivent, sèment, récoltent et cuisinent leurs légumes. Donc c'est très très actif, les patients sont très contents. La salle à manger et les chambres. Nous avons 16 chambres seules et 2 chambres doubles. L'unité d'hospitalisation de jour, donc la capacité d'accueil est de 15 places. Elle fonctionne 5 jours sur 7, de 9h à 16h. Ça veut dire que les patients âgés en général de plus de 65 ans sont accueillis le matin à 9h et repartent le soir à 16h. Les pathologies accueillies sont surtout d'ordre dépressif. C'est des patients qui ont ou qui sont en rémission de dépression. Le but étant de faire des activités thérapeutiques pour les remotiver, les motiver à faire des choses chez eux ou quelquefois en EHPAD. Donc les patients accueillis, donc troubles de vieillissement plus souvent dépressifs, avec très peu de troubles cognitifs. Nous n'accueillons pas, par exemple, des patients atteints de pathologies démentielles en hôpital de jour. Et nous avons une journée, le lundi, qui est consacrée aux pathologies psychotiques anciennes qui ont évolué sur un mode déficitaire et qui sont stables. Ces patients viennent soit de leur domicile ou des structures d'accueil, ça peut être foyer logement, et nous avons quelques patientes qui viennent d'EHPAD. Donc ça, c'est le salon d'hôpital de jour. L'unité de psychiatrie de liaison. Donc ça, c'est une unité qui a été créée il y a très très longtemps. Ça existe depuis les années 1990. Le but étant de permettre aux établissements, notamment les EHPAD, d'avoir des prises en charge psychiatriques pour leurs résidents. L'unité regroupe 11 infirmiers et 2 infirmières et 2 infirmiers
qui vont donc intervenir dans les EHPAD par le biais de conventions. Conventions qui sont passées entre l'EHPAD et le centre hospitalier Henri Labouré. Nous avons également une convention avec le service de gériatrie, CHU, centre hospitalier de Châtellerault, Loudun, Lusignan, Montmorillon. Nous avons environ 30 conventions. Donc ces infirmières qui interviennent en EHPAD interviennent à la demande du médecin traitant ou du médecin coordonnateur de la structure ou du médecin gériatre quand ça concerne la gériatrie. Leur mission consiste donc évaluation d'un trouble psychiatrique, donc ça c'est un peu un rôle de prévention, la prise en charge d'un trouble psychiatrique en relation bien sûr avec nous, docteur Giraud et moi-même, avec éventuellement une consultation spécialisée auprès des 2 psychiatres. La poursuite des soins psychiatriques, c'est des patients par exemple qui sont hospitalisés, qui sont admis en EHPAD. Donc l'infirmier qui intervient en EHPAD va préparer l'admission en EHPAD, préparer les équipes qui vont recevoir le patient et va poursuivre les soins psychiatriques en collaboration avec l'équipe de l'EHPAD. Le but étant de favoriser la stabilisation psychique, de prévenir les rechutes et d'éviter une réhospitalisation en psychiatrie qui est souvent traumatisante pour les personnes âgées. Donc l'unité de consultation, donc Dr Giraud et moi-même effectuons des consultations au pavillon Cousin les après-midi, 5 jours sur 7. Donc les consultations se font à la demande des médecins traitants. Donc quand les patients appellent pour prendre un rendez-vous, on demande aux patients un courrier médical. Donc les consultations, donc c'est pour des patients de plus de 75 ans, en sachant qu'on peut avoir des patients âgés entre 70 et 75 ans. On n'est pas trop rigide sur l'âge. Le CMP en cours de création, donc ça c'est tout nouveau. On a réussi à avoir les budgets en janvier 2018. Il y aura donc un numéro d'appel unique qui sera reçu par une secrétaire et une infirmière coordonnatrice. Et ensuite, donc, création de CMP sur Poitiers, situé au pavillon Cousin, et CMP en milieu rural, Lusignan, Civray, Montmorillon, Loudun et Châtellerault. Le but étant de prendre en charge des patients pas très loin de leur domicile, puisqu'on peut voir des patients en consultation qui viennent de Châtellerault, voilà, pour 20-30 minutes de consultation, le temps de trajet est quand même très long. Il y a souvent des temps d'attente pour qu'ils puissent repartir chez eux ou dans leur EHPAD. Donc le but étant vraiment à proximité de la population âgée pour éviter des trajets trop longs. Donc les CMP, donc consultation infirmière toute la semaine et consultation du psychiatre une fois par mois. Donc notre fédération est également coordonnée avec le réseau itinéraire santé à raison de 10% de temps infirmier. C'est-à-dire qu'il y a une demi-journée où l'infirmier, c'est un infirmier qui intervient, peut intervenir à la demande du directeur d'itinéraire santé pour se déplacer au domicile pour analyser un cas particulier. Nous sommes également en relation avec les secteurs adultes de Laborie, les 4 secteurs adultes, notamment les CMP, pour les demandes de visite à domicile, puisqu'à l'heure actuelle, nous ne faisons pas de visite à domicile. Les visites à domicile pourront être réalisées après la création du CMP, de l'équipe mobile. Donc l'équipe mobile devrait débuter normalement en septembre, le CMP, les CMP équipe mobile. La mise en œuvre va se faire vraiment au mois de septembre. Alors, après cette présentation, est-ce que vous avez des questions sur la psychiatrie géronto, enfin, de la personne âgée? Psychiatrie de la personne âgée. Est-ce qu'il y a des questions pour le docteur Bouquet ou peut-être par la suite, après la deuxième partie? Oui. Alors, on appelle ça la file active. Non, mais je l'ai pas vraiment en tête. Parce qu'il y a,
à la fois la file active de l'hospitalisation complète et des consultations. Des consultations sur un mois. Moi, par exemple, j'ai 6 patients par après-midi. Donc 6 x 5, 30. 4 x 3, 12. Ça fait 120. Avec, je dirais, une quinzaine de nouveaux cas. C'est-à-dire première consultation. En file active, je sais, j'ai pas les chiffres en tête. Il n'y a pas les chiffres en tête. Il y a aussi la file active des patients qui sont vus par les infirmiers en EHPAD. Donc, mais 18 lits, le service est toujours plein puisque nous sommes intersectoriels. Ça veut dire que nous recevons toutes les personnes âgées à partir de 75 ans de tout le département. Donc 18 lits, ce n'est pas énorme. Donc ça tourne. C'est pour ça que la durée moyenne de séjour est 3 semaines. Il y a des patients qui peuvent être hospitalisés plus longtemps. Dans la dépression de la personne âgée, il peut y avoir la dépression réactionnelle pour un événement particulier. Le patient va rester 15 jours, 3 semaines. Dépression mélancolique est donc la dépression la plus grave. Le patient est hospitalisé pour 2 mois, voire plus. Donc le fait de garder des patients moins longtemps, ça permet de réduire la durée moyenne de séjour. Merci docteur. Une autre question peut-être? Oui. Merci. C'est une simple question. Pour que les choses soient bien claires dans mon esprit et peut-être dans l'esprit de certaines autres personnes, vous avez parlé de schizophrénie. Est-ce que vous pouvez la définir, s'il vous plaît? Alors, schizophrénie de la personne âgée? Oui, en général. Schizophrénie de l'âge avancé. Schizophrénie, en général, c'est un vaste sujet parce qu'il y a différents types de schizophrénie. Donc, c'est très difficile de décrire la schizophrénie en 2 mots. C'est un trouble de la personnalité, ça on le sait, avec des personnes qui ont un fonctionnement différent par rapport à leur réalité. Enfin, ils n'ont pas la même réalité que les autres. Enfin, mais bon, c'est une définition très succincte. La schizophrénie, c'est très vaste. Il y a différents types de schizophrénie. Il y a la schizophrénie simple, il y a la schizophrénie délirante, la schizophrénie dysthymique. Voilà. Après, schizophrénie qui apparaît après 75 ans, moi, j'en ai pas vu. Moi, je fais la géronto depuis 1990. Une schizophrénie qui apparaît à l'âge tardif, ça existe, mais en pratique, moi, j'en ai pas vu. Nous, on prend en charge des schizophrènes qui vieillissent et qui peuvent présenter des compensations quelconques. Est-ce qu'il y a des traumatismes psychiques ou psychologiques ou des événements traumatisants qui peuvent déclencher la schizophrénie ou la bipolarité ou d'autres maladies de ce genre, des maladies mentales comme ça? C'est valable pour toutes les maladies mentales. La dépression de la personne âgée peut être déclenchée par des psychotraumatismes de l'enfance. À une époque, il y a quelques années, on a eu des patients qui ont été hospitalisés pour des compensations dépressives, sans antécédents psychiatriques. Et dans leur histoire, on retrouvait le fait qu'ils avaient fait la guerre d'Algérie. Donc, c'est des traumatismes qui sont réveillés par des traumatismes plus récents, mais les traumatismes plus récents réveillent des anciens traumatismes, des deuils, et qui réveillent des traumatismes plus anciens, même si la personne a su mener une vie quasi normale, tant professionnelle que familiale. C'est ce qu'on appelle la résilience. C'est être capable de se construire dans sa vie professionnelle et dans sa vie de mari ou de femme, dans sa vie familiale, d'être quasi normaux, mais il y a toujours un risque effectivement de décompensation à l'âge plus âgé. Merci madame. S'il vous plaît, quel type de thérapie vous appliquez? Alors, on ne soigne pas. Je rigole. Il y a beaucoup de thérapies qui existent. Alors, à l'hôpital ou en consultation? Parce que bon, un patient hospitalisé, en général, il rentre pour des troubles aigus, donc pathologie psychiatrique, soit ancienne, soit qui apparaît après 75 ans. Il y a des troubles aigus.
Le patient dépressif, il a une tristesse de l'humeur, il a des angoisses, il peut avoir des idées noires, donc nous sommes dans l'obligation de l'apaiser, donc il y a forcément un traitement médicamenteux, traitement antidépresseur, traitement anxiolytique. Si c'est une schizophrénie, ça sera un traitement antipsychotique. Après, associé à ce traitement médicamenteux, il y a la psychothérapie. Non, quand les patients sont hospitalisés. Et en hospitalisation, je parlais du jardin d'essence. On utilise beaucoup le jardin d'essence, c'est-à-dire qu'un patient dépressif qui rentre complètement apathique, qui a goût à rien, qui ne prend pas de plaisir, on va l'inviter à venir dans le jardin. Donc il y a un groupe qui jardine, mais lui il reste en retrait parce qu'il n'a pas envie de s'intégrer. Et au bout de quelques temps, on s'aperçoit qu'il va venir dans le groupe, qu'il va commencer à parler. Donc ça fait partie aussi de la thérapie, prise en charge par un médiateur. Le jardin. Après, en consultation, effectivement, il y a des consultations. Les consultations sont plus souvent mensuelles, parce que à l'hôpital, on fait des consultations, mais on a aussi une unité d'hospitalisation complète. Donc, on n'est pas comme les psychiatres libéraux, on ne fait pas que des consultations externes. On fait tout. On fait l'hospitalisation complète, les consultations. On fait le travail institutionnel, il y a aussi un travail auprès des équipes, un travail d'enseignement. Donc c'est vrai, vous disiez psychothérapie une fois par mois, ben oui, le plus souvent c'est des consultations mensuelles. Les résultats, c'est difficile de donner des résultats, c'est cas par cas. Moi, ce que je vois quand les patients sont hospitalisés, quand ils repartent, ils ne sont pas contents de partir. Ils n'ont pas envie de repartir chez eux, dans leur solitude, ou en EHPAD, où ils restent dans leur chambre. Souvent, ils se mettent à pleurer, ils nous embrassent. Donc, moi, j'estime qu'en hospitalisation complète, on fait du bon boulot. Et mes patients, parce que moi, je parle de mes patients, ils sont contents. Et ils donnent beaucoup de reconnaissance quand ils sont guéris, parce qu'il y en a qui guérissent. Après, les résultats, ça dépend de la pathologie, ça dépend de l'environnement aussi du patient. Prise en compte de la famille, de l'environnement social, amical. Une personne âgée, dépressive, qui vit toute seule, on aura plus de résultats si elle vit en famille, si elle est entourée par ses enfants. C'est évident. C'est comme les adultes plus jeunes. Bonsoir. Je voulais savoir, une personne qui souffre de troubles bipolaires, qui est suivie déjà avec un CMP, pourquoi créer un CMP spécifique pour personnes âgées, entre guillemets, souffrant de troubles bipolaires? Pourquoi ne pas continuer sur le même centre? Alors, le CMP qu'on va créer, donc c'est pour les patients de plus de 75 ans, pas forcément pour les patients bipolaires vieillissants. Après, au bout d'un certain temps, un patient bipolaire qui prend de l'âge, il va y avoir des relais qui vont se faire entre le CMP adulte et CMP de la personne âgée. C'est-à-dire que nous, on est plus spécialisé en psychiatrie de la personne âgée, même pour une personne bipolaire vieillissante, un collègue qui prend en charge les patients adultes plus jeunes. Mais ça ne veut pas dire qu'à 75 ans, vous allez forcément passer au CMP de personnes âgées. D'accord ? Pour compléter ce que vient de dire le docteur Bouquet, en effet, ça ne veut pas dire que systématiquement, dès votre 75e anniversaire, on va directement vous basculer dans un autre CMP. Mais c'est vrai que pour l'organisation des soins, c'est-à-dire pour arriver sur le département à bien prendre en charge tous les âges, pour les enfants, c'est la pédopsychiatrie par exemple. Et c'est vrai qu'on se dit, ben oui, moi j'ai 18 ans, mais j'étais bien pendant quelques années avec un psychiatre qui m'a connu quand j'étais adolescent. Mais à un moment, il faut passer à l'âge adulte. C'est l'organisation des soins et puis un petit peu la spécialisation dans le domaine de l'âge qui fait que ces relais sont importants. Mais ils ne sont pas forcément brutaux ni automatiques très rapidement. Mais c'est vraiment dans l'intérêt, on va dire, de la personne. Merci. S'il vous plaît, est-ce que les généralistes peuvent faire la continuation des soins?
sont-ils formés pour suivre les problèmes psychiatriques des patients? Ils participent à la prise en charge des patients. Sont-ils formés pour Il y a des médecins généralistes qui sont formés, qui connaissent la pathologie psychiatrique, qui vont reprendre en charge les personnes âgées quand elles sortent de l'hôpital. Il y en a d'autres qui ne souhaitent pas, donc on continue à les suivre. Après, c'est à la demande du patient, à la demande du patient le plus souvent. Je disais tout à l'heure qu'un patient de Châtellerault qui vient en consultation au pavillon Cousin, c'est très loin. Des fois, elle préfère être suivie par le médecin généraliste et le suivi peut se faire en collaboration avec nous. C'est-à-dire qu'il nous appelle quand il a besoin au niveau thérapeutique, si le patient décompense, etc. Pas forcément, ça dépend des généralistes. Ça dépend. Merci pour vos questions. On pourra reparler de la psychiatrie de la personne âgée par la suite, mais je vais laisser la parole au docteur Lévi Chavagna pour nous parler plus particulièrement du trouble bipolaire. Voilà, merci Julie. Voilà, donc assez naturellement, après la présentation du docteur Bouquet, donc moi je suis également psychiatre à Henri Laborie, donc je suis responsable d'un service de psychiatrie adulte. Donc on a en effet des relais qu'on fait avec le docteur Bouquet pour certains patients. Mais moi, les patients, c'est jusqu'à 74 ans et demi, on va dire. Voilà. Donc, comment ça marche ce truc? Comme ça doit être ça. Voilà. Alors, le trouble bipolaire à tous les âges. C'est vrai que on n'a pas un trouble bipolaire quand on est tout petit, mais enfin, on sait que c'est des maladies qui apparaissent quand même dans l'adolescence et qui, comme disait le docteur Bouquet, continuent au grand âge. Alors, c'est quoi un trouble bipolaire? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un trouble de l'humeur, donc ça se catégorise dans les troubles de l'humeur, avec une variation anormale du gradient de l'humeur, donc alternance de périodes d'excitation, qu'on appelle manie ou hypomanie. Donc, quand on dit de quelqu'un qu'il est maniaque, en terminologie, on va dire médicale, ça ne veut pas dire qu'il passe sa journée à faire le ménage. Ça veut dire qu'il a des périodes d'excitation, d'hyperactivité. Voilà. Hypomanie, c'est juste un peu en dessous. Qui vont durer un certain temps, et de phases de dépression, voire de mélancolie profonde, entrecoupées de périodes relativement longues de stabilité selon les cycles. Alors, le terme bipolaire, voilà, comme ça son nom l'indique, il y a deux pôles, donc la dépression et la manie, donc les hauts et les bas. Alors, les troubles bipolaires sévères peuvent toucher 1 à 2% de la population. Et dans les formes moins graves, on peut considérer qu'on peut aller jusqu'à 6% de la population. Donc je vous laisse calculer à peu près combien ça peut faire en France. Donc ce n'est pas une maladie rare, c'est une maladie assez fréquente. Peut-être en psychiatrie, c'est une fréquence quand même importante. Alors là, on a la petite courbe. Donc en rouge, en haut, la polarité des symptômes. Donc, épisode dépressif, symptômes dépressifs, normalité, hypomanie. Donc, en haut, il y a tout ce qui est en excès. En bas, il y a tout ce qui est dans l'ordre de la dépression. Et selon... là, quelqu'un de normal, on se réveille un jour, on est triste. Le lendemain, on va être gai par rapport à des raisons, des événements de vie qu'on a qui font qu'on est... Voilà. La personnalité cyclotimique, alors, ce n'est pas une pathologie, c'est le fait... on va dire relativement versatile, voilà. La cyclothymie, c'est des cycles un peu plus importants, et à partir du rayon vert, là, on obtient le bipolaire 2. C'est des gens qui font plusieurs dépressions dans leur vie, qui rechutent en dépression, mais qui, quand même, de temps en temps, ont eu dans leur vie aussi des épisodes d'hypomanie. Le bipolaire 1, c'est quelqu'un qui a vraiment fait un épisode maniaque, franc, souvent en lien après avec une hospitalisation en psychiatrie, et qui fera également des dépressions assez importantes. Donc là, ce qu'on constate, voilà, donc là, c'est tout ce qui est de l'ordre des hauts. Il faut avoir quand même au moins plus de 4 jours consécutifs, vraiment, mais de manière importante, une humeur expansive, un fonctionnement qui n'est pas du tout celui qu'on a d'habitude, et au moins 3 des symptômes qui sont là, voilà, c'est-à-dire hyperactivité, agitation, personnes extrêmement hyper bavardes, ou qui vont se mettre à écrire toute la journée, beaucoup de mal à se concentrer, des gens qui subitement, d'un jour à l'autre, dorment 2 heures et se sentent très très bien,
très bien. Trop bien même, voilà. Donc, parce que quand ils dorment pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des tas de trucs la nuit, le ménage, ils refont l'appartement, enfin voilà, ils vont faire le jardin en pleine nuit, etc. Donc là, c'est quand même, voilà. Donc ça, on voit que c'est au-delà de la normale, hein. Là, on arrive dans des excès. Au niveau sexualité aussi, il y a une forme d'hypersexualité. Beaucoup d'achats, de choses souvent totalement inutiles, mais bon, et parfois très très chères également, qui peuvent mettre un petit peu en difficulté la famille, hein, par les dépenses. Des conduites à risque qui ne sont pas du tout le caractère de la personne, et une grande familiarité, une espèce de désinhibition. Ils vont se mettre à tutoyer des gens qui connaissent à peine, etc. Donc voilà, quand on a un patient qui a un trouble bipolaire qui arrive en consultation et qui d'emblée me tutoie, je considère que ce patient est quand même un petit peu dans ce registre-là, parce qu'en général les patients ne tutoient pas spécialement le médecin. Voilà. Alors, au moins 4 jours consécutifs, voire même des fois plus, hein, parce que déjà, être 4 jours avec 3 de ces symptômes-là, 24 heures sur 24, c'est quand même assez fatigant si vous n'êtes pas en état maniaque. Si vous l'êtes, ça vous paraît même tout à fait normal. Mais là, il n'y a plus tellement de contrôle, c'est-à-dire que la personne n'est plus capable de vraiment contrôler tout ça, c'est-à-dire qu'elle est partie dans quelque chose qui tourne et qui lui échappe. Alors là, on part complètement de l'autre côté. Et là, c'est comme beaucoup plus fréquent, hein, c'est-à-dire qu'on considère que les personnes qui ont un trouble bipolaire, dans leur vie, sont beaucoup plus en dépression que dans l'état que j'ai décrit précédemment. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles font des dépressions dans leur vie. Donc il y a des rechutes. Et les médicaments antidépresseurs, ça ne marche pas. Hein, donc on vous en donne un, on en donne un deuxième, etc. Et donc au bout d'un moment, on peut penser à faire un diagnostic de bipolarité si on détecte d'autres éléments. Alors là, c'est des choses aussi qu'on voit sur une durée de plusieurs jours de suite. Hein. L'humeur, la tristesse importante, la perte d'intérêt, la fatigabilité, la perte d'énergie, des problèmes d'appétit, soit on mange trop, soit on ne mange plus, ça dépend. Soit on dort très peu, soit on dort trop également, les deux sont possibles selon les gens. Un ralentissement, alors le maximum du ralentissement, c'est l'état mélancolique dont parlait tout à l'heure ma collègue, c'est-à-dire que là vraiment on est complètement apathique, hein, on ne peut même plus manger, on ne peut plus parler, on est dans son lit et on attend que ça se termine. Hein, donc c'est vraiment très douloureux, hein, il y a une douleur morale très importante. Au contraire, il peut y avoir des agitations, donc ça c'est difficile, les dépressifs agités, on ne pense pas forcément toujours qu'ils sont dépressifs. Hein. Alors une perte de l'estime de soi importante, une culpabilité, hein, c'est de ma faute, de toute façon si je ne suis pas bien c'est de ma faute, et puis je pense qu'il vaudrait mieux que je ne sois plus là parce que je suis un poids pour toute ma famille, je suis une charge, de toute façon vous n'arriverez pas à me guérir, je suis incurable, ça ne sert à rien de m'aider, je suis bon à rien, etc. Donc quelque chose de l'ordre de la ruine, hein, des idées noires, des idées de suicide. Et voilà, cette culpabilité, elle est quand même très, très douloureuse et très prégnante, hein, chez certains patients dépressifs. Alors après, il y a tous les problèmes émotionnels. Hein, s'il y a vraiment un spectre qu'il ne faut pas négliger, c'est le spectre des émotions. Alors vous allez me dire, mais les émotions, on en a tous, soit on en a peu, soit on n'en a pas, mais enfin, on est des êtres émotionnels, l'être humain est un être émotionnel, hein, mais chez la personne bipolaire, on est souvent dans les excès. Très grande sensibilité, beaucoup de changements, hein, d'émotions. C'est un moment où on va être très réceptif et on va être très très sensible. Et puis après, on va se retrouver un petit peu à l'inverse. Une créativité, hein, souvent importante également, ce qui fait qu'il y a un certain nombre d'artistes et de personnes qui ont certains métiers de création et qui sont des personnes bipolaires. Hein, donc ça c'est... on en parlera plus tard si vous voulez. Une différence, hein, les gens se disent mais moi je suis différent, ça fait longtemps que je suis différent, je sens bien que je ne suis pas comme les autres, même dans ma famille, je n'étais pas pareil, etc. Et une grande souffrance justement de ne pas forcément être compris et d'être un petit peu assujetti à des émotions qui sont souvent difficilement contrôlables. Alors, le trouble bipolaire, selon l'Organisation mondiale, donc là on est vraiment dans un spectre mondial, hein, est quand même considéré parmi les 10 maladies les plus coûteuses et invalidantes. Alors si on parle d'argent, c'est pas juste parce que
on considère qu'il vaudrait mieux qu'il y ait moins de malades pour que ça coûte moins cher à la société. Mais c'est parce que dans les comparaisons entre les maladies, on considère aussi le coût de la maladie. Alors le coût par rapport au traitement que vous avez, mais aussi le coût par rapport au fait que les personnes, des fois, ne peuvent pas travailler du fait de leur maladie. Donc on considère qu'elles elles sont invalidées parce que finalement, la société doit un petit peu les prendre en charge. Donc ça, c'est bien sûr pas ce que désirent les personnes. Les personnes désirent en général toujours être insérées, bien sûr. Alors le taux de mortalité est comme 2 à 3 fois plus élevé que celui de la population générale et souvent en lien avec une tendance plus importante au suicide. Et aussi un point important qui fait que le pronostic peut être un peu aggravé, c'est que c'est encore aujourd'hui une maladie qui nécessite 8, 10, parfois 12 ans on va dire, de diagnostic, non pas faux, mais enfin inexact, on va dire. On va vous traiter pour une dépression, on va vous traiter pour des angoisses, on va vous traiter parce que vous avez eu des problèmes d'alcool, etc. Et on n'a pas forcément trouvé que vous aviez un trouble bipolaire. Bon, alors ça, vous allez me dire, c'est le boulot des médecins, c'est vrai. Mais les psychiatres, comme disait le docteur Bouquet, ont quand même des éléments supplémentaires par rapport aux généralistes pour pouvoir faire le diagnostic. Mais en même temps, à la faculté de médecine, plus on forme les jeunes à connaître finalement ces maladies assez fréquentes, plus on peut espérer qu'à un moment, les diagnostics vont être faits plus tôt. Donc c'est sûr que comme toutes les maladies, plus on vous traite la maladie tard, plus il y aura du temps perdu pour vous en souffrance, etc., dans les années passées. Alors, il peut y avoir des conséquences, forcément, vous l'avez compris, des gens qui peuvent être en difficulté dans leur vie affective, familiale, et également au niveau professionnel. Alors, d'où ça vient tout à l'heure, on a déjà un petit peu abordé avec certaines personnes des réponses. Alors, c'est finalement souvent en lien avec des choses assez anciennes. Il y a on a parlé de traumatisme, de souffrance, de perte, mais il y a toujours une vulnérabilité génétique. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une transmission ipso facto totalement génétique, héréditaire, de père en fils, de mère en fille, etc. Mais il y a quand même une vulnérabilité. Si dans votre famille, il y a des gens qui ont eu des troubles bipolaires, il y a plus de probabilité de pouvoir, chez la personne, les enfants par exemple, en développer. Mais ça dépend aussi des événements de vie. On est tous assujettis à des événements de vie. Il y a des gens qui ont des vies tranquilles et puis des gens qui ont des vies hyper stressantes, parce que la vie a été ainsi faite pour eux. Il y a des séparations, il y a des carences, il y a des divorces, des problèmes professionnels, des problèmes d'argent, etc. Il y a souvent aussi, je vois de plus en plus maintenant des personnes qui ont des burn-out ou des surmenages professionnels qui font que la maladie va se déclencher plus facilement. Et c'est vrai que notre société n'est pas très facile pour ça, n'est pas très aidante. Et les personnes qui ont un trouble bipolaire, idéalement, devraient arriver à être reconnues pour quand même avoir des métiers qui ne soient pas trop stressants. Alors c'est très facile à dire, après dans la vie courante, ce n'est pas la même chose, mais bon, il y a des facteurs un peu précipitants. Alors après, il y a des facteurs psychologiques et biologiques, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc ce n'est pas une simple cause linéaire, c'est toute une constellation d'origines. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le modèle bio-psychosocial, c'est-à-dire bio, la biologie, voilà, une interaction entre la génétique, la biologie, le stress et puis l'environnement dans lequel on va vivre. Le fait d'avoir un diagnostic très tardif peut augmenter le risque de suicide et celui d'avoir des cycles rapides, c'est-à-dire le fait d'avoir dans l'année 4 épisodes de haut et de bas. C'est très douloureux d'avoir beaucoup d'épisodes, déjà même quand on en a peu, c'est pas facile. Forcément aussi le retard du diagnostic peut augmenter la durée des épisodes, les risques de complications, troubles du comportement. Il y a aussi des personnes qui consomment des drogues ou de l'alcool, un petit peu comme une espèce d'autothérapie, voilà, parce que voilà. Donc parfois il y a des gens qui consomment des drogues et on ne pense pas du tout qu'ils peuvent être bipolaires, et puis finalement en interrogeant un peu mieux, on découvre un certain nombre de choses. Alors est-ce que ça se soigne? Alors oui. Est-ce que ça se guérit? Ça se consolide, mais on ne peut pas faire disparaître totalement un trouble bipolaire. On peut le stabiliser, bien évidemment. Ce qui laisse entendre qu'il faut quand même qu'il y ait une thérapeutique qui soit dans différents domaines pour limiter les crises,
les symptômes, le risque suicidaire, les troubles du comportement, et protéger la personne, son entourage et ses biens. Parfois, quand une personne arrive à l'hôpital, et ça, Mme Bouquet le disait, c'est aussi que son état est tel qu'il faut la protéger en la soignant, mais pas forcément toujours avec la conscience totale de la personne. Parce que quand on est mal, des fois, on n'a pas envie que les gens viennent vous aider parce qu'on est tellement mal qu'on a envie qu'on vous fiche la paix. Alors, le traitement. Alors, le traitement, à quoi ça sert? La crise, ça c'est sûr, oui, le traitement de la crise est important, parfois avec une hospitalisation. En secteur adulte, on a à peu près la même chose que ce que décrit Mme Bouquet, mais dans les services adultes, consultation, hospitalisation, c'est dans différents services. Après, on peut être suivi également dans des cliniques, autrement. Après, pour éviter les rechutes, il y a les régulateurs d'humeur, ce sont les médicaments qu'on ne va pas détailler ici, mais qui sont là pour ça. Pas ou peu d'antidépresseurs, ça on en donne dans des phases vraiment très dépressives, en même temps que les régulateurs d'humeur, et puis des fois on finit par les diminuer, les arrêter. Le risque, c'est que si on vous donne que des antidépresseurs, vous pouvez passer de l'autre côté. C'est-à-dire on vous donne des antidépresseurs et vous faites un virage, voilà exactement, arriver à un virage total, en boucle, c'est-à-dire que vous allez passer d'un état dépressif à un état maniaque. Voilà. Et ça, c'est des fois un petit peu d'ailleurs comme ça qu'on diagnostique que les personnes dépressives finalement sont des bipolaires, la manière dont elles ont réagi au traitement antidépresseur. Alors on a aussi des stimulations crâniennes, soit l'électroconvulsivothérapie, soit les stimulations magnétiques, qui sont des traitements qui sont surtout intéressants pour les personnes qui sont pharmacorésistantes, c'est-à-dire que les médicaments ne marchent plus. Vous connaissez l'antibiorésistance, ça on en parle beaucoup, mais ça existe aussi pour les médicaments psy, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne réagissent pas aux médicaments, donc il faut quand même leur faire quelque chose, parce qu'ils vont très très mal. Les psychothérapies, on en a parlé tout à l'heure. Et il y a également l'éducation thérapeutique, où là, il s'agit d'apprendre à vivre avec sa maladie. L'éducation thérapeutique permet de rendre les personnes actrices de leur maladie, et on leur donne tout un tas d'éléments par des biais d'ateliers pour qu'ils arrivent à bien se connaître leur maladie. On fait également ça pour les proches. Et les associations, comme Argos 2001, qui permettent aux personnes d'avoir un espace où ils rencontrent des personnes comme eux, et des temps d'échange, soit entre proches et patients, soit également avec des professionnels d'Henri Laborie qui viennent animer des soirées. Donc ça vous sera expliqué tout à l'heure. Donc ça, alors, il y a des règles simples aussi de vie, c'est-à-dire que quand vous avez un trouble bipolaire, il faut avoir des règles de vie un peu plus strictes que si vous n'étiez pas bipolaire. Alors, quand on est très jeune, c'est pas toujours évident d'arriver à réguler le sommeil à des heures régulières, ne pas trop boire, pas trop fumer, etc. Ne pas arrêter tout seul son traitement sous prétexte qu'on pense qu'on va très bien et que du coup c'est plus la peine. Parce que plus on arrête le traitement, plus on risque de rechuter, et plus on rechute, moins les traitements qu'on vous a donnés avant vont donner des résultats thérapeutiques. Donc ça c'est un peu embêtant. Et puis le généraliste bien sûr peut vous suivre, mais il a toujours besoin de vous suivre conjointement quand même à un psychiatre, mais ça c'est comme dans d'autres spécialités. Si vous avez un problème de diabète, de temps en temps vous allez voir l'endocrino. Si vous avez une hypertension, des problèmes de coronaire, votre cardiologue vous voit de temps en temps. Donc là il y a quelque chose aussi à continuer. Alors justement après 60 ans, le docteur Bouquet, alors moi j'étais plus tôt, j'étais à 60 ans, moi j'ai commencé très tôt là. C'est la carte senior à la SNCF, ça, 60 ans. J'ai commencé à cet âge-là. Mais ça peut être plus. Alors, comme l'a dit le docteur Bouquet, les troubles ne disparaissent pas avec l'âge. Il y a quelques formes tardives qui ne sont pas très caractéristiques, mais qu'il ne faut pas confondre avec d'autres maladies. Des pathologies de santé physique, voilà. Et puis différencier, comme tu disais, avec tout ce qui est de l'ordre de la démence. Donc là, la seule chose, c'est que je voulais un tout petit peu parler du fait que le lithium est un médicament intéressant comme régulateur d'humeur, mais aussi peut-être même encore plus chez la personne âgée, puisque c'est un médicament qui protège le cœur et qui protège le cerveau, parce qu'il y a une action anti-inflammatoire intéressante. Et c'est également un médicament qui limite fortement le risque suicidaire et l'apparition de troubles neurodégénératifs. Donc c'est un médicament qui n'est pas du tout anodin. Voilà. Donc, et puis Mme Bouquet a déjà parlé du reste pour la personne âgée. Donc,
Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la bipolarité ce soir. Voilà. Merci, Donc, docteur Lévy. de rien. Je crois que si c'est bon, ça marche. Est-ce qu'il y a des questions pour le docteur Lévy ou le docteur Bouquet ou par rapport à l'association? Il n'y a que des bonnes questions, il ne faut pas hésiter. Alors, j'avais une question, c'est par rapport au passage maniaque. Donc, un premier point, genre, comment c'était écrit un passage maniaque? Je n'ai pas trop bien compris ce que c'était. Alors, on va dire que vous êtes dans votre état de base, c'est-à-dire sans être en crise, vous êtes en état, on va dire, de stabilisation. Alors, souvent, ça apparaît assez rapidement quand même, hein, pas forcément d'une seconde à l'autre, mais ça peut être en quelques jours. Hein, alors, ça, c'est en général un raccourcissement du sommeil, très important, mais sans que ça vous pèse du tout, donc c'est pas de l'insomnie. On va dire pure, hein, mais si vous dormez de moins en moins, ça ne vous gêne pas tellement, quoi. Par contre, vous pensez beaucoup. Il y a ce qu'on appelle une accélération de la pensée. Hein. Donc vous pensez énormément à plein de sujets différents. Vous n'arrivez pas trop à contrôler tout ça. Vous parlez beaucoup. Vous écrivez énormément. Hein, vous êtes beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus sociable, assez désinhibé, assez... Et puis vous êtes hyperactif, hein, c'est-à-dire que vous faites un truc, après vous en faites un autre, et vous en faites encore un autre. Vous avez des tas de projets que vous ne mettez pas du tout vous ne pouvez pas les terminer parce qu'il y en a tellement dans votre tête que vous ne pouvez pas tout faire. Donc ça vous épuise, vous mangez presque plus. Hein. Et puis à un moment, vous pouvez, même à un moment, presque être devenu un petit peu dans une espèce de toute puissance, c'est-à-dire que vous pensez avoir tout compris. Voilà, vous ne saviez pas quoi faire dans la vie, subitement vous allez vous dire, voilà, je vais monter une boîte je sais pas, de com, je veux dire n'importe quoi. Donc vous allez faire des tas de démarches pour arriver, voilà, vous allez vous mettre en politique, etc. Alors avec parfois beaucoup de réussite quand même. Enfin, ça va très très vite. Et autour de vous, les gens s'affolent, quoi, parce qu'ils se disent, voilà. Bon. Et ça peut aller très vite. Et donc c'est pas des petits excès, c'est vraiment. Alors après, ça peut être moins important si c'est des phases hypomaniaques, mais en tout cas, c'est que c'est un décalage par rapport à votre vie habituelle. Hein. Et à ce moment-là, c'est vrai que vous-même, vous n'allez pas forcément en souffrir, mais vos proches, l'environnement qui vous entoure, va bien voir qu'il y a quelque chose qui commence un petit peu à changer. Bon. Et c'est là qu'il faut quand même tirer un peu la sonnette d'alarme, même si vos proches vont se dire « Oh là là, mais comment je vais lui dire, ça ne va pas lui plaire, etc. » Bon, après, avec les proches, il faut avoir une espèce de contrat. Quand vous êtes bien, vous dites « Voilà, moi j'ai des patients qui écrivent, hein, de leurs mains tout ce que leurs proches doivent faire attention. Si je fais ça, fais gaffe, dis-le-moi. Si je fais ci, bon voilà. Donc il y a vraiment des comportements, vous mettez tout d'un coup à boire alors que vous ne buvez pas. Voilà, et puis tout en excès et tout très vite. Voilà, hein, des conduites à risque, beaucoup de dépenses. Vous ne dépensez pas beaucoup, tout d'un coup en une semaine vous allez claquer tout l'argent du foyer. Enfin voilà, avec des choses tout à fait inutiles en général, mais très chères. Non pas parce qu'elles sont chères elles-mêmes, mais c'est qu'additionné, quand vous achetez 20 paires de chaussures en 2 jours, voilà, c'est pas oui, puis après, quand vous êtes mieux, vous ouvrez les placards, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, pourquoi j'ai acheté ça, etc. Donc, c'est perturbant parce que vous avez vraiment, après, c'est compliqué, hein, de se dire que c'est soi-même, il y a une culpabilité, hein, c'est un peu dur. Hein. Voilà, ça c'est en ayant tout, hein, mais bon, des fois ça peut être plus léger, mais moi j'insiste beaucoup sur le sommeil. Quand le sommeil se raccourcit, là, c'est déjà un signe. Hein. C'est faire très attention au sommeil. Et est-ce que les différentes périodes, enfin, je sais pas, est-ce que ça s'observe que sur du long terme, on dit longtemps, puis oui, les cycles. Les cycles. Ou est-ce oui. que ça s'observe aussi des ça passages dépend. Vous avez des cycles. Oui, ça dépend des patients. Hein. Il y a des cycles rapides. Hein. Là, tout à l'heure, je parlais. Où ça peut être très rapide. Et puis après, il y a des cycles plus lents. Ça dépend des personnes. Ça peut être variable. Là. Mais bon, il y a des gens qui peuvent avoir une rechute tous les 3-4 ans. Quoi. Puis d'autres, ils vont avoir une rechute tous les 5 ans. D'autres, ça va être 2-3 fois par an. Bon, après, il y a les événements de vie, il y a les traitements, il y a des tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Hein. Sur la dernière page présentée, on a vu qu'à partir de 60 ans, il risquait d'avoir plus d'états mixtes et des cycles plus rapides. Qu'est-ce que
Comment ça se fait? Est-ce que vous pourriez expliquer un peu plus? Ouais, donc moi j'ai plutôt trouvé. Il y a peu de de bibliographie concernant les troubles bipolaires vieillissants. Il y en a plein sur la dépression d'un personne âgée, mais les troubles bipolaires, apparemment, ça vieillissant, ça n'intéresse pas trop les auteurs. Moi j'avais notion que les cycles se rallongent au contraire, c'est-à-dire que les phases sont moins aiguës. Une personne âgée, une bipolaire vieillissante va avoir des phases maniaques ou hypomaniaques, mais moins fortes que celles décrites par ma collègue. Et les phases dépressives, c'est pareil, ça sera moins profond. C'est-à-dire que la souffrance morale et la tristesse sera moins profonde. Et les cycles s'allongent. Moi, je n'avais pas notion que les cycles étaient plus rapides. Et état mixte, effectivement, personne âgée, c'est assez fréquent. Alors, ce qu'on appelle état mixte, c'est le mélange des deux. C'est-à-dire que c'est un patient qui va avoir des symptômes d'état maniaque et des symptômes dépressifs. C'est-à-dire qu'un entretien de 30 minutes, il peut être complètement euphorique, excité, complètement énervé, et 1 minute après, se met à pleurer avec une souffrance morale intense. C'est-à-dire qu'il mélange les symptômes des deux phases. Voilà, avec souvent une agitation, une agressivité envers les autres. Voilà, c'est vraiment un tableau très très particulier qui mélange les deux phases. Donc état mixte, c'est important de faire le diagnostic, puisque comme les troubles bipolaires, au niveau traitement, c'est comme les troubles bipolaires, on ne donne pas d'antidépresseurs. Même s'il a des symptômes de dépressifs avec souffrance morale, on ne donne pas d'antidépresseurs. On va essayer de calmer un peu, ça sera plus le traitement de l'état maniaque et pas de la dépression. Oui, alors moi je voulais dire que je prends du lithium depuis octobre 2018. Et donc ça me va très bien, sauf que je tremble, vous voyez, énormément. Et c'est l'horreur, surtout le matin, quand je prends mon petit déjeuner. Je ne peux pas écrire le matin non plus. Alors, bon, justement, ça c'est souvent dans la première année, on va dire, de mise sous lithium, qu'on voit ce genre de troubles-là. Alors, ça va probablement s'atténuer au fur et à mesure du temps, mais bon, on peut parfois, éventuellement, voir peut-être de rajouter, alors pas forcément un correcteur, ça peut être des fois des toutes petites doses éventuellement de bêta-bloquants. Enfin, ça, il faudrait voir avec votre psychiatre. J'ai pris du keto. Alors, on ne va peut-être pas trop parler des médicaments là maintenant parce que c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que dans la première année, ça devrait s'atténuer. Parce qu'on m'a déjà dit, tu as la maladie de Parkinson. Non, une fois, ça fait plaisir, mais ça fait rigoler, mais après... Alors, il peut y avoir une question de dose. Est-ce que dans vos dosages sanguins, vous êtes plutôt en haut ou en bas par rapport à votre dosage? Mais bon, ça il faut vraiment... Ça a tendance à déranger aussi ma thyroïde. Alors après, il faut prendre des médicaments. Oui, mais ça c'est pas très grave parce qu'on arrive très bien à compenser pour la thyroïde. C'est ce que je fais. Il y a juste les tremblements. Ça, on peut... Par contre, les tremblements, ça c'est... Moi j'ai en tête une patiente qui est maintenant sous lithium depuis 15 ans. Alors, elle tremble encore un petit peu, beaucoup moins qu'au début, mais elle va très bien. Donc, elle ne veut surtout pas toucher à ça. Par contre, bon, il y a eu elle a moins tremblé après 1 an, quoi. Donc voilà, je crois qu'il faut avoir un petit peu de patience et peut-être éventuellement essayer de donner la dose la plus basse possible. On va voir ça. Mais ça fait partie d'un des effets secondaires possibles. D'accord, très bien, merci. D'accord. Bonjour, alors je suis pareil comme la dame, je tremble beaucoup, je tremble moins, mais à chaque émotion, je me remets à trembler. Voilà. Sinon, moi je voulais vous dire que j'ai été diagnostiquée il y a 3 ans seulement, et je voulais vous demander, est-ce que c'est la maladie maniaco-dépressive, la bipolarité? Oui. C'est ça? Voilà. Oui, c'était l'ancienne dénomination de la maladie. Voilà, alors, j'ai été soignée pour ça, donc jusqu'à il y a 3 ans, où j'ai rencontré un psychiatre fantastique qui m'a bien diagnostiquée. Et est-ce que ça peut jouer sur comment je vais vivre ma bipolarité par rapport à ce diagnostic très tardif? C'est-à-dire qu'avant, j'étais toujours sous antidépresseurs, sous anti-anxiolytiques, toute ma vie, quoi. En tout cas, quand on vous entend, déjà, on est déjà,
heureux pour vous que vous ayez à un moment eu ce diagnostic réellement avec la prise en charge qui vous convient. Et donc, à partir de maintenant, vous allez certainement mieux vivre. Hein, et je pense que c'est ça qui est important. Hein, bon. Et c'est l'essentiel. Donc, il n'y a pas de raison que votre maladie évolue plus mal maintenant, d'autant plus que vous n'avez plus d'antidépresseurs, vous n'en aurez plus, quoi, donc presque plus. Enfin, voilà. Non, vous n'avez pas moins de chance que les autres. Hein, je crois que, voilà, ça peut pas. Ce qui est important, c'est surtout d'avoir eu le diagnostic, même s'il est tardif, c'est ce que disait ma collègue. Hein, Bon, merci. Merci, madame. Alors, il y avait je suis là juste après, D'accord. Bonsoir. Vous parliez du diagnostic et je voulais savoir s'il y a des tests. Enfin, le diagnostic, vous le faites comment en fait? Il y a des tests qui sont étalonnés ou alors c'est sur rendez-vous avec les patients que vous voyez Alors, le diagnostic, comme en médecine toujours, hein, le diagnostic est essentiellement un diagnostic clinique, hein, c'est-à-dire que c'est en effet l'entretien médical, où on peut utiliser un certain nombre de tests éventuellement, hein, qui sont connus hein, pour pouvoir nous aider, mais il n'y a pas de prise de sang, il n'y a pas de radio, il n'y a pas d'IRM, enfin ça ne se voit pas sur des examens de ce type-là. Hein. C'est un diagnostic clinique avec un interrogatoire très précis sur toute votre vie, sur votre famille aussi, les antécédents, sur les événements de vie. Bon, c'est un entretien assez long quand même pour arriver à... Et puis, quand on arrive au bout de quelques temps à vous faire ce diagnostic, soit on vous l'a fait assez précocement, soit comme madame, on vous l'a fait plus tard. Mais bon, à partir du moment où on vous l'a fait, c'est là qu'on va commencer à vous traiter par rapport vraiment à votre maladie. Et comme je dis toujours, on ne peut pas prendre des médicaments sans savoir pourquoi on les prend. Voilà, si on prend des traitements et si on a aussi d'autres... Il n'y a pas que les médicaments. Hein, c'est vrai qu'il n'y a pas que les médicaments, il faut insister. C'est important, mais il n'y a pas que les médicaments. Hein. Mais c'est un diagnostic essentiellement clinique. Hein. Alors après, on a en France un certain nombre de centres experts hein, qui permettent éventuellement d'aller un peu plus loin dans le diagnostic par des batteries de tests. C'est un peu des centres référents où ils font un peu de recherche. Voilà, il y en a un certain nombre en France. Bon, si on veut y aller, pourquoi pas, hein, ça peut être aussi utile, hein, je trouve, parce que ça peut aider. Mais bon, c'est pas forcément obligatoire. Quoi. Tout au fond, je crois. Madame, tout au fond, là. Non, il me semble que... Tout au fond, là. Moi, j'ai vu que levé la main depuis très longtemps. Madame. Depuis longtemps. Et après, il y en a... Enfin, d'après ce que je vois, nous, on est en haut, alors. Bonjour. Moi, en fait, je voulais faire suivre par rapport au lithium, la première dame qui a commencé à en parler. Parce que moi, on m'a arrêté le lithium d'urgence. J'ai fini à l'hôpital à cause du lithium. Donc, je voulais préciser qu'il n'avait pas forcément que des effets bénéfiques. Alors, oui, mais c'est très important ce que vous dites là, parce que le lithium n'a pas que des effets bénéfiques ni que des effets maléfiques, mais c'est un traitement qui nécessite une surveillance très précise. Alors on parlait avec des prises de sang régulières et aussi avec un certain nombre de médicaments qu'on ne peut pas vous donner. Alors on parlait de médecin généraliste, j'ai entendu tout à l'heure. Alors moi j'invite plutôt à voir vraiment un médecin psychiatre, parce que moi c'est un médecin psychiatre du CMP qui m'a sauvée. Hein. C'est mon médecin généraliste qui m'a prescrit le lithium sans avis de psy. J'ai eu la dose... on va dire thérapeutique au bout de 15 jours. Donc j'ai pas eu non plus d'examen au préalable, neuro, cardio, thyroïdien, etc. J'ai pas eu non plus de médicaments pour contrer les effets indésirables. Donc j'ai vraiment eu la totalité de la dose en 15 jours. J'ai fini aux urgences sous morphine et ça commençait à joindre les reins, etc. C'était vraiment atroce. Donc vraiment, si le médecin généraliste découvre la bipolarité, moi j'invite vraiment à voir un psychiatre pour le coup. Pourtant, croyez-moi, j'étais vraiment contre les psychiatres. Excusez-moi de vous le dire. J'ai un frère schizophrène, on a la totale dans la famille. Frère schizophrène, moi bipolaire, mais décelé depuis 2 mois seulement. Et là, je dois dire que vraiment, le médecin psychiatre, je me fais suivre par ce monsieur et je suis bien ravie. Parce que quand il a vu mon ordonnance, les urgences m'ont envoyé le voir en fait. Et quand il a vu mon ordonnance, il m'a regardé, il m'a dit vous m'arrêtez ça tout de suite. Et c'est ce qui a... En fait, ma santé s'est améliorée après. Donc après, au final, il m'a précisé qu'il y avait des traitements qui existaient pour les bipolaires, mais pas forcément du lithium.
Alors, merci de votre témoignage qui est très intéressant et qui prouve complètement que, en effet, la mise sous traitement, régulateur d'humeur, doit être le fait du psychiatre, comme le fait d'instaurer un certain nombre de traitements en cardiologie, oui, ou tout autre, à fait. enfin, voilà, ou en cancérologie, c'est pas le généraliste qui va le faire. Et c'est vrai que on fait tout ça un certain nombre d'examens complémentaires, comme vous l'avez très bien dit avant, voilà. Et c'est vrai vous avez eu la chance, heureusement, de rencontrer ensuite un autre psychiatre et vous avez pu aller aux urgences. Mais si vous voulez, ça, c'est votre exemple et pratiquement ce qu'il ne faudrait pas voir, si vous voulez. Mais bon. Si, c'est un peu voilà. ça, oui. Non, mais voilà, je préfère préciser que vraiment, il ne faut pas le prendre à la légère. L'utilisation du lithium est un traitement qu'on donne, mais qu'on apprend, on va dire, à le donner, on apprend à surveiller, etc. Et quelqu'un qui est sous lithium doit toute sa vie être suivi par un psychiatre. Oui, c'est ce qu'il m'a expliqué, ce médecin. Après, il m'expliquait tout un tas de trucs. Et c'est vrai que j'ai vraiment eu peur de mourir. Vraiment, ça a été une expérience très difficile. Ça fait que 3 semaines environ, du coup, que j'ai arrêté. Donc, je vous parle de ça. Là, c'était vraiment très récemment. Donc c'est vraiment, ils m'ont même dit heureusement qu'on vous a pris à temps parce que ça peut être vraiment très destructeur et finir quelqu'un quoi pour le coup. Voilà. Donc les psychiatres c'est bien quand même. Et là oui non franchement moi ce monsieur maintenant il m'a demandé est-ce que vous voulez que je vous suive, il m'a demandé l'autorisation, je lui ai dit oui avec plaisir. Parce que en plus il m'expliquait vraiment bien les choses et que là mon médecin généraliste a fait une grosse erreur, vraiment une grosse erreur qui aurait pu me coûter des choses irréversibles. Donc je tiens vraiment à le dire. C'est vraiment pas le rôle du médecin traitant, du tout. Merci de ce témoignage. Alors, il doit y avoir, attendez, vous arrivez à repérer les ordres par là, il y a une dame là, ici, là. Et puis après, il y avait une dame aussi par là, je crois. Ah ben, il faut avoir les yeux partout. Oui, bonsoir. Bonsoir. Madame. Oui, cette maladie, c'est très important, l'environnement. Et je tiens à le dire à tout le monde, ici, il faut être aimé. S'il n'y a pas le mot aimer humain, la vie n'est pas très facile. Bon, je voulais le dire absolument. Et par contre, vous pouvez me dire ce que c'est simulation crânienne? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Mais merci madame de ce témoignage qui prouve que en effet l'entraide, l'amour et l'affection, enfin tout ce qui est de l'ordre des émotions positives est important bien sûr pour nous. Alors les stimulations, voilà, il y a ce qu'on appelle des stimulations crâniennes. C'est-à-dire qu'on peut stimuler votre boîte crânienne avec des ondes magnétiques, donc c'est la stimulation magnétique transcrânienne. Donc c'est un traitement qui n'est pas un médicament, qui va stimuler les neurones de certaines parties du cerveau, et ce sont des traitements qui donc sont très utiles, en particulier dans les phases dépressives, pour les personnes qui ont essayé beaucoup de médicaments. Et en effet, comme le disait aussi le docteur Bouquet, les antidépresseurs ne sont pas conseillés du tout chez les personnes bipolaires. Donc quand le médecin a essayé un certain nombre de régulateurs, que certains vous les supportez pas, que d'autres ne vous font rien, on a la chance d'avoir à Poitiers, au niveau de l'hôpital Henri Laborie, une unité de recherche où ils font, ils ont ces machines assez coûteuses qui permettent de stimuler le cerveau. Et la stimulation magnétique va stimuler les neurones et leur permettre de sécréter des neuromédiateurs qui sont sécrétés en très peu de quantité quand on est dépressif ou quand on est bipolaire. Donc de manière répétée, parce qu'il ne suffit pas de vous faire une séance, donc il faut en faire une tous les jours pendant un certain nombre de semaines. Et puis et ensuite, on voyait ça avec les collègues de l'unité de recherche. Donc c'est des traitements qui sont actuellement de plus en plus utilisés. Et c'est vraiment des traitements d'avenir pour compléter les médicaments, ou pour certaines personnes même, peut-être même les remplacer. Donc voilà, c'est la stimulation magnétique. Donc c'est pas du magnétisme dans le sens, du magnétisme des tables tournantes, etc. Mais bon voilà, par exemple l'IRM utilise aussi l'énergie magnétique, vous voyez, la résonance magnétique. Là c'est la résonance magnétique, mais pour stimuler la boîte crânienne avec des électrodes qu'on vous pose là. Donc il y a certaines zones du cerveau et ça aide, ça fait augmenter la taille des neurones et
et ça leur fait sécréter plus de neuromédiateurs. Voilà. Bonsoir. Mon médecin généraliste m'a dit que parmi les patients bipolaires qu'elle suit, elle constatait qu'avec l'âge, les patients vivaient de plus en plus mal leurs troubles en vieillissant. Et donc je voulais savoir si c'était une réalité que vous avez pu observer aussi. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de le vivre le mieux possible malgré l'âge. Oui, donc ça, votre médecin vous a donc dit qu'en vieillissant, les troubles bipolaires ils vont de plus en plus mal. Ils le vivent plus mal. Bon, après, je ne sais pas, après, tout dépend des cas, tout dépend. Ce qui est important quand on a un trouble bipolaire et qu'on vieillit, c'est de bien suivre son traitement. S'il y a un traitement qui est bien suivi, avec un suivi, bon, on le répète ce soir, un suivi avec le psychiatre, s'il n'y a pas de rechute, ce qui est nocif pour un trouble bipolaire qui vieillit, c'est les rechutes, surtout les rechutes dépressives. Les rechutes dépressives chez un bipolaire de 80 ans, c'est beaucoup plus compliqué à soigner et à stabiliser qu'une dépression ou un trouble bipolaire plus jeune. Hein, c'est surtout des phases de décompensation qui sont plus embêtantes quand on vieillit. Mais bon, s'il y a un traitement, normalement, un traitement bien suivi, normalement, ça reste, le trouble bipolaire reste stabilisé. Après, c'est comme toute maladie, il peut y avoir des décompensations quand il y a un événement particulier. Hein. Le trouble bipolaire, il a le droit aussi de faire une petite dépression quand il a un petit truc, un choc émotionnel, un traumatisme psychique. Hein, c'est comme les autres personnes. Bonsoir. Concernant, puisqu'on a parlé de vieillissement, est-ce que les personnes atteintes de troubles bipolaires ont un vieillissement peut-être prématuré ou des troubles, je ne sais pas, de la mémoire ou je ne sais pas du tout, peut-être plus que d'autres personnes ou pas? Déjà, dans les troubles bipolaires, il y a des troubles cognitifs. Hein, il y a des troubles de la concentration, il y a des troubles de l'attention. Mais bon, c'est pas propre aussi à un trouble bipolaire. Si on prend l'incidence, par exemple, de la maladie d'Alzheimer dans la population générale, il n'y en a pas plus si vous êtes atteint de trouble bipolaire. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un trouble bipolaire que vous allez développer des troubles cognitifs ou une démence. J'ai bien répondu à votre question. Bonsoir docteur. Voilà, moi je suis donc diagnostiquée trouble bipolaire phase 2 depuis plus de 15 ans, parce que ça a commencé à 18 ans, ma maladie. Et bon, moi je voulais en fait revenir sur ce qu'avait dit la jeune dame, elle avait parlé du lithium. Et puis vous en particulier, docteur, vous aviez dit, Madame Chavagna, oui, c'est peut-être ça, que c'était à vie le lithium. Mais par contre, dans le cadre de la bipolarité phase 2, où moi je prends des antidépresseurs, c'est-à-dire je prends, bon, enfin je ne vais pas citer les noms, mais j'ai 2 molécules de médicaments que je prends régulièrement, et je voulais savoir si on pouvait alléger le traitement ou le diminuer avec le temps concernant un médicament en particulier que je prenais. Voilà, peut-être dans le cas, dans les phases où je suis bien, enfin je vous demande ça parce que mon psychiatre avait diminué une partie de mes médicaments, enfin la dose l'avait diminuée quand j'étais dans des moments mieux, et un certain médicament, il m'avait dit vous pouvez ne plus le prendre, vous pouvez l'arrêter. C'est un psychiatre, si ça allait mieux. Donc, enfin je ne vais pas citer de nom, c'est un peu difficile comme ça sans les noms. Mais en fait, j'ai des phases antidépressifs, oui, avec des phases euphoriques, voilà, bipolaire phase 2. C'est pas trop excessif, parce que comme vous disiez, il y a plusieurs phases. Mais voilà, moi je me demandais si, dans le cas de ma maladie, est-ce que avec le temps, plus tard, il y aura de l'amélioration, je peux diminuer un médicament pour que ça me donne aussi une espérance de guérison, d'être mieux, quoi. À travers votre question, moi, ce que je vois, c'est que il paraît essentiel que chacun, enfin, toute personne qui a un trouble bipolaire doit essayer, avec le temps et avec son médecin psychiatre, d'arriver à
à trouver le traitement qui lui convient le mieux. Donc en effet, c'est très personnalisé. Hein, ce qui pour vous va être bien, va peut-être pas être forcément exactement pareil pour l'autre. Même si on apprend, nous, certains médicaments, on sait que les régulateurs d'humeur, il y en a plusieurs sortes. Il y a le lithium, mais il y en a également d'autres. Il y en a qui sont plus pour les gens qui font des dépressions, d'autres un petit peu plus pour ceux qui font des états maniaques. Après, souvent, une personne bipolaire peut avoir plusieurs régulateurs d'humeur en même temps. Hein, voilà, l'antidépresseur doit être en général consacré sur une durée pas trop longue par rapport à une phase dépressive. Alors après, s'il y a un médicament qu'on peut essayer de diminuer en accord avec le psychiatre, c'est peut-être l'antidépresseur, si vous voulez, plus que le régulateur d'humeur. Mais ça, c'est de la cuisine. Enfin, excusez-moi d'utiliser ce terme-là. Et c'est très personnalisé. Oui, c'est au cas donc, par cas. voilà, donc c'est vraiment au cas par cas. Et c'est surtout vous qui êtes la seule personne à pouvoir dire comment vous êtes. Oui. Le médecin, même s'il vous accompagne, il n'est pas à votre place. Moi, je ne vais pas trop rester, parce qu'il y a d'autres personnes. Mais en fait, au final, parce que dans sa tête, on se dit on va quand même en guérir. Moi, il y a quelque temps, je me disais, je ne suis pas malade, comme la plupart d'entre nous, je pense, et je voulais plus arrêter mon traitement au bout de quelque temps. Je vais laisser parler Argos pour ça, moi, je dirais. Et on me dit non, c'est pas possible. Par contre, peut-être diminuer les doses de l'antidépresseur. Alors, on va peut-être prendre encore une question, puis après, j'aimerais bien laisser la parole. Il y avait une dame devant depuis très longtemps, là. Voilà. Et puis après, on vient. Alors, Jacques. Oui. J'avais juste une question. Est-ce que vous pourriez expliquer exactement ce qu'est une décompensation ? Enfin, moi, ayant des troubles bipolaires, effectivement, une décompensation, pour moi, c'est quand l'état maniaque arrive très haut et il y a une perte de contact avec la réalité. Mais est-ce que vous pourriez le... Décompensation, c'est quand une pathologie, mais c'est vrai pour toute pathologie, psychiatrique ou même cardiaque ou autre, c'est quand la maladie, vous êtes en rémission, enfin, vous êtes stabilisé et vous allez faire une rechute maniaque ou une rechute dépressive. C'est ça une décompensation. C'est comme une décompensation cardiaque chez quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque qui est stabilisée et pour un événement quelconque, enfin, il refait une phase d'insuffisance cardiaque. C'est une rechute, oui. Oui, je me pose la question parce que bon, moi ça m'arrive des fois assez fréquemment. Est-ce que chez les bipolaires, chez les bipolaires, ça arrive que quand on fasse une remarque, une seule remarque puisse leur provoquer des sautes d'humeur chez eux, des fortes sautes d'humeur? Ah oui, oui. Alors là, on est tout à fait dans les émotions. Hein, voilà. Dans les émotions, c'est-à-dire qu'en effet, là où une personne lambda, vous lui faites une remarque, ça ne va rien lui faire du tout. Une personne bipolaire, ça va l'atteindre de manière très profonde et très douloureuse. Ça va vraiment faire mal, on va dire. Alors que vous, dans la manière dont vous avez dit la chose, ce n'est pas du tout ce que vous voulez faire. Mais c'est la manière dont la personne reçoit, reçoit la remarque qui va être un petit peu, entre guillemets, excessive, disproportionnée, mais c'est comme ça qu'elle la ressent. Donc elle va également peut-être le faire remarquer comme ça. C'est vraiment une histoire d'émotivité, hein, de recevoir les émotions de manière assez forte. Voilà. Parce que moi, j'ai remarqué que ça m'arrive assez fréquemment, que quand quelqu'un me fait une remarque et même ou la façon dont il l'a fait, dont il me le dit. Moi, j'ai remarqué que je le reçois assez fortement des fois. Puis je réagis assez fortement, quoi. C'est ça. Alors c'est vrai qu'après, on peut, par un certain nombre de thérapies, de psychothérapie, apprendre à gérer ses émotions. Hein, voilà. Hein. Donc ça c'est des choses qui peuvent aider. Hein. Donc il y a des thérapies qui vont vous permettre de gérer vos émotions. En particulier souvent des thérapies un peu comportementales ou de la méditation ou un certain nombre de possibilités aussi d'arriver à pouvoir être moins vulnérable à ce niveau-là. Voilà. Mais ça, il faut faire un travail là-dessus. Moi, j'aurais voulu dire justement à propos des émotions, il faut apprendre à se blinder parce que moi-même je sais que dans ma famille propre, la bipolarité est tabou. On ne veut pas admettre que je suis bipolaire. Heureusement, la famille que j'ai créée le sait. Mon mari le sait, m'entoure, mes enfants m'aident. Donc ça, c'est un atout très important. Et ça nous aide après. Moi, par exemple, j'ai erré pendant 15 ans en soi-disant dépression. Ça fait 10 ans que je suis soignée, donc je vais soutenir la dame qui est soignée depuis peu.
on apprend petit à petit à reconnaître tous les signaux d'alarme qui sont là et qui nous mettent en alerte en nous disant « hop, tu vas trop haut, hop, tu vas trop bas, fais attention, il ne faut pas que ça dure longtemps ». Et en plus de ça, malheureusement ou heureusement, je dirais, ça va peut-être en choquer certains, mon fils est aussi bipolaire depuis peu. Je l'ai poussé à consulter pour poser le diagnostic parce que je m'en doutais depuis très longtemps. Et de ce fait au moins, j'ai, parce que même si mon mari m'entoure de tout ce qu'il peut faire en amour, il ne peut pas comprendre ce que je vis. Mon fils peut m'appeler, je peux l'appeler même en pleine nuit. On s'appelle tous les deux les bip-bip. Comme ça nous fait rire. Et quand ça ne va pas, j'envoie un SMS. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit, il y a bip-bip qui ne va pas bien. Il m'appelle, il me dit, maman, vous venez manger à la maison. Ce matin, il m'a appelé, il a passé un fabuleux week-end. Il me dit, maman, je vais moins bien. Ben, je dis, oui, tu as été trop heureux, il faut que tu apprennes à doser. Mais sachez que malheureusement, ça peut arriver. Mais au moins, vous avez quelqu'un qui peut vous entendre. Et puis, vos émotions, l'hypersensibilité, ils l'aperçoivent. Et il a ce don d'écriture que j'ai moi aussi qui peut aider. Et on peut être des personnes fabuleuses tout en étant bipolaire. Merci de ce témoignage. Merci beaucoup. Là, ça fait une transition parfaite ici avec redonnant la parole aux patients. Des paroles comme la vôtre, madame, on en entend dans nos groupes de parole, dans l'association. Et tout à l'heure, sur la personne qui disait qu'elle pouvait être irascible. Derrière, on riait entre patients parce qu'on n'est jamais irascible quand on est bipolaire. C'est pas vrai. Bon, c'est du second degré. On peut en rire parce qu'on est entre nous. Oui. Si quelqu'un d'autre disait ça, on ne pourrait pas. Ça serait malvenu, ça serait de la stigmatisation. Alors, nous appelons ça de la santé communautaire. Nous sommes en communauté. Voilà. Une petite dernière question, mais peut-être je vais passer la parole à une rangée. À une rangée, c'est nos amis de l'antenne de New York qui sont venus en délégation. Mais vous serez la dernière, madame. Enfin, on ne vous oublie pas. Juste avant moi. Après, voilà. Je ne serai pas longue, juste pour dire... Avance, ou ça, comme ça, voilà. Oui, l'antenne Vienne existe depuis 15 ans, et depuis 2 ans, il y a une antenne dans les Deux-Sèvres. Donc, un petit groupe venu suivre effectivement cette soirée ce soir. Et on organise aussi des groupes de parole tous les 3e mardis de chaque mois à partir de 18h. Et on est situé à l'hôpital de Niort parce qu'on a un espace au-dessus de la maison des usagers. Donc, n'hésitez pas, il y a des contacts aussi sur le site d'Argos. Voilà. On fait une manifestation, nous, le 30 mars à l'hôpital, une exposition. Et on va essayer de diffuser aussi les conférences de Paris, mais je suis en train de régler encore des soucis techniques. Voilà, donc pour ceux qui sont aussi en Deux-Sèvres et qui cherchent à trouver des personnes avec qui discuter, n'hésitez pas. Du coup, je vous passe le micro. Merci beaucoup et donc, on vous encourage à ce que ça fonctionne bien tout ça. Oui, la question qui me vient, c'est que les personnes atteintes de bipolarité sont entourées par un conjoint, par des enfants, par la famille. Alors, la question que je pose, c'est quelle aide est apportée à ce groupe-là? Et vous, en tant que médecin, est-ce qu'il vous arrive de les convoquer, de les voir, ou bien c'est un groupe qui est complètement laissé de côté et on traite le malade? Moi, c'est quelque chose qui me pose beaucoup de questions parce que être proche d'une personne bipolaire, ça n'est pas de tout repos et ça a un impact énorme sur le groupe familial, sur le conjoint, sur la famille. Alors, merci de votre question, c'est très important. Donc là, vous avez situé la personne au sein d'un groupe, au sein de sa famille. Alors, il y a quand même des personnes qui ont un trouble bipolaire qui sont seules. Ils ne sont pas tous forcément entourés de famille, etc. Mais bon, en tout cas, pour ceux qui l'ont, alors nous, on essaye vraiment... Alors ça, c'est un peu au cas par cas, mais dans la mesure du possible, et en particulier quand les patients se trouvent hospitalisés, on propose quasiment toujours à la famille de venir.
Alors c'est pas toujours forcément avec l'accord, enfin on essaye d'avoir l'accord quand même de la personne, parce que bon voilà, on est là pour soigner une personne, mais quand même, vous avez raison de le dire, au sein d'un système. Hein, bon, là, le système, en l'occurrence, ça peut être la famille. Donc c'est très important, en particulier au moment de l'annonce du diagnostic, par exemple, hein, que la personne dise, je pensais à vous, madame, mais non, mais de toute façon, c'est pas la peine, c'est un tabou. Dans ma famille, ils vont vouloir jamais entendre ça. Ils vont pas le croire, ils sont pas du tout psy, ils croient pas à la psychiatrie, etc. Enfin, vous allez tout entendre. Donc nous, notre rôle, justement, c'est de rencontrer hein, la famille avec la personne pour expliquer, hein, puisque c'est la maladie. Après, il y a un accompagnement qui se fera ensuite, si possible, peut-être grâce à l'association, peut-être aussi à travers l'éducation thérapeutique pour certaines personnes. Mais il est sûr qu'une personne, là tout à l'heure, madame, vous disiez, moi, je me suis constitué mon mari, mes enfants, voilà, il y a ce noyau-là qui est important, même si mes parents. Hein, et c'est sûr que les personnes qui vivent avec peuvent être des aidants, s'ils sont là pour soutenir la bipolaire, mais ça peut être aussi, malgré eux, parfois des freins, c'est-à-dire parce qu'on ne peut pas se parler. Moi, j'ai une dame, elle a mis des années avant d'en parler à ses parents. Elle a d'abord pu en parler à ses enfants, et les parents, c'est venu bien après, et puis certains n'ont jamais pu en parler, quoi, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut absolument considérer la famille et les proches comme des personnes très importantes. Et on sait aujourd'hui très bien, pour un certain nombre de maladies psychiatriques, la bipolarité, mais aussi la schizophrénie, que le fait d'accompagner les familles, il y a des programmes qui sont en train de se monter, même pour la bipolarité, hein, spécialement pour les familles, hein, voilà, de manière à ce que le fait que la famille comprenne et soit là, puisse éviter les rechutes chez la personne. Voilà, donc ça a vraiment une retombée aussi sur la maladie et sur le traitement. Donc, c'est vrai que le temps où on mettait complètement à l'écart de la famille, aujourd'hui en psychiatrie, est un temps qui doit être révolu. Voilà. Une des ressources, c'est effectivement les associations. Argos est une association de patients et de proches, et pas que des patients. Mais voilà, et on trouve du soutien dans nos groupes de parole pour les patients, et également pour les proches. Bon, le docteur Lévy disait, il y a un patient qui a mis plusieurs années à le dire à sa famille. Nous, on a souvent des gens qui viennent et qui disent, moi, je ne peux pas le dire à mes parents. Ben, viens dans l'association d'abord. Tu vas peut-être être conforté par les témoignages des autres. Il s'est passé ce soir un petit groupe de parole qui est informel, mais on a des témoignages comme ceux qu'on a entendus ce soir, on en a chaque mois. Le prochain groupe de parole, j'en profite, est vendredi, on sera le 29. Donc on a donné les coordonnées, on les redonnera. Voilà, je pense qu'on va pouvoir conclure. Est-ce qu'il y avait des doigts levés qui n'ont pas été répondus? C'est pas du français. Il n'y en a plus. Voilà, alors, est-ce que vous avez un contact? Moi, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux... oui. Un dernier mot alors. Après, je reviendrai sur Niort pour les liens. Voilà. Je vous remercie. C'est une question qui n'a peut-être rien à voir, je ne sais pas. Est-ce que les enfants que l'on dit, qui sont hyperactifs, est-ce qu'ils ont une propension à devenir maniaques? Ça n'a peut-être rien à voir, je ne sais pas. Ils ont une propension à devenir maniaques. Alors oui, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études hein, qui justement essayent de voir si on a encore, s'il y a des liens entre l'hyperactivité, ce qu'on appelle les TDAH, les enfants hyperactifs, et le fait que plus tard, ils aient éventuellement un trouble bipolaire. Il y a beaucoup d'études, beaucoup de recherches, mais il n'y a pas de conclusion formelle, ni c'est encore, il n'y a pas de lien direct. Hein, voilà, il y a des personnes éventuellement pour qui oui, d'autres non, donc il n'y a pas vraiment pour l'instant, les recherches ne sont pas suffisamment avancées pour qu'on puisse répondre à cette question de manière formelle. C'était la dernière. Dernière. Après, c'est moi. C'était dans le diaporama, au bout d'un moment, vous avez dit qu'un trouble bipolaire n'est pas... un enfant ne peut pas avoir de trouble bipolaire. Pourquoi ?
Parce que si vous voulez, les diagnostics en psychiatrie sont différents des diagnostics de la pédopsychiatrie. Ce n'est pas les mêmes diagnostics. Et un trouble bipolaire est diagnostiqué à partir de l'âge adulte. Mais on sait que la naissance du trouble bipolaire vient souvent à l'adolescence, si vous voulez. Donc, mais pas dans le petit âge, c'est-à-dire pas quand vous avez 3 ans. Quoi. Voilà, bon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaie de déceler. Si quelqu'un a des signes vers 16 ans, on va dire, bon, il y a peut-être des signes, mais 16 ans, l'adolescence n'est pas terminée. C'est compliqué après de pouvoir faire un diagnostic chez une personne qui n'a pas complètement terminé sa maturité. Hein, et tant qu'on n'est pas adulte, on n'est pas... L'adolescence peut donner tellement de facettes différentes qu'il peut y avoir des erreurs de diagnostic. Hein, mais bon, il peut y avoir des indices. Nos collègues pédopsychiatres, des fois, prennent en charge des patients des 16 ans, par exemple, parce qu'ils en sont sûrs. Mais c'est des formes très, très précoces. Hein, et voilà. Mais c'est quand même... et c'est pas les mêmes, on ne peut pas donner les mêmes médicaments non plus. Il y a des médicaments qu'on n'a pas le droit de donner avant 18 ans. Merci. Bien, je crois qu'on va terminer. Il est 22h. Les coordonnées, on va remercier les Dr Bouquet et Dr Lévy pour cette très intéressante prestation. Merci de les applaudir.